Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de cet hebdo. Volker Finke n'est plus le coach de l'équipe nationale des Lions indomptables. Tanguy Aroko Sidiki, le nouveau président de la FECAFOOT, lui a demandé de plier bagage. Il a donc été remplacé par ses adjoints. Nous reviendrons très rapidement sur cette actualité pour recueillir l'avis de nos panélistes. Mais nous allons surtout nous intéresser à ces décrets présidentiels qui ont été signés ce 27 octobre, nommant Joseph Betty à Sama et le jeune Bella à la tête du conseil d'administration de l'école internationale des forces de sécurité. Quels enjeux? On en parlera. Et puis santé, depuis août 2015, plus de 12 millions de mildas moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sont en train d'être distribués au Cameroun. Cette campagne est cofinancée par l'État du Cameroun et le Fonds mondial. Déjà en 2013, lors de la première campagne, seuls 45% des ménages avaient été atteints. Question: quel impact la milda peut-elle avoir dans la lutte contre la pandémie qui fait 10% de morts chaque année au Cameroun? Et puis le Cameroun tente-t-il vraiment d'éradiquer ce fléau? En économie, on va terminer par là en s'intéressant au 3e sommet Inde-Afrique qui s'est achevé ce 29 octobre à New Delhi. Que peut-on retenir de ces échanges? Qu'est-ce que l'Inde apporte et pourra davantage apporter au Cameroun? Nous en profiterons aussi pour nous intéresser à la coopération bilatérale entre le Cameroun et le géant chinois. Est-elle bien encadrée, cette coopération? Le Cameroun gagnera-t-il toujours sur le long terme? Nous allons donc tenter un diagnostic. Voilà pour le menu de cette émission. 4 invités sur ce plateau. Le professeur Léopold Lehmann, enseignant et chercheur à l'URED, est avec nous. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Face à vous, Guy Parfait Songuet, politologue également, est avec nous. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Non loin de vous, Serge Pout, le nouveau chef de chaîne de la FM 105 Douala. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Et puis, grand habitué de l'émission, Denis Kwebo, notre consultant permanent. Bonjour Denis et bienvenue. Bonjour Dora et bonjour à tous ceux qui regardent l'émission aujourd'hui. Alors, très rapidement, je recueille vos avis sur ce limogeage de Volker Finke. Serge Pout, est-ce qu'il était temps ou est-ce qu'il est plutôt tard, finalement? Alors, tôt ou tard, de toutes les façons, les faits sont là. Je veux peut-être un peu corriger. Vous avez dit au départ, il n'est plus. Non, il ne faut pas qu'on comprenne qu'il est parti. Ad patres, il a été limogé par le fait des résultats. Simplement, le football a ça, que quand ça va plus, il faut savoir partir. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de cris d'orfraie depuis la déculottée du mondial brésilien. On se serait attendu à ce que, tout naturellement, le coach dise j'ai loupé le coach et qu'il parte. Malheureusement, il est resté, il s'est accroché. On a eu Malabo, c'était encore une raclée, il est resté. Et puis, alors, la dernière, c'était contre le Nigeria. Et là, les Camerounais se sont dit, bon, là, on ne voit plus du tout l'horizon. Donc, il vaut mieux qu'il parte. Alors, il est parti. Est-ce que c'est forcément lui le problème? Moi, je pense, et les autres le diront peut-être, qu'il est systémique le problème du football camerounais. Et ce n'est pas un agneau du sacrifice qu'il faut, c'est peut-être une sorte de traitement comme celui d'un cancer. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire une dialyse totale du football camerounais. Et puis, j'ai été footballeur quand j'étais tout petit. Je pense que quand il y a une crise du talent, ça se voit là. Et depuis fort longtemps, nous courons dans le sac. D'accord, merci. Alors, Denis Kwebo, Tanguy Aroko, qui était quand même le président que beaucoup de personnes, bon, je dis beaucoup, c'est dans les milieux de football, c'était entre eux, mais que beaucoup de personnes combattaient quand même. Aujourd'hui, il arrive déjà, il demande à Volker Finke pourquoi est-ce qu'on n'a pas remporté tel match. Et puis après, il le limoge. On sent quand même qu'il y a une vraie volonté chez Tanguy Aroko de travailler tout compte fait. Vous savez que je ne peux jamais faire une telle affirmation parce que la volonté qu'il y a souvent chez les gens à bien travailler, pour moi, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que Tanguy Aroko a limogé le coach, je veux dire qu'il devient subitement un homme assez bien. Tanguy Aroko fait partie de ce système-là qui, avec d'autres, je vous ai déjà dit que tous ceux qui se battent autour du football là, sont du même système. Je n'ai jamais vu un homme différent, un homme neuf se battre dans cette galaxie-là. Et de temps en temps, on fait du saupoudrage.
comme disait Serge, ce n'est pas, c'est pas le limogeage de Fink qui va adresser la question du football camerounais. Parce que en son temps, tout le monde savait qu'au moins, pour se donner bonne conscience, Fink serait limogé. Oui. Donc on a attendu, je n'ai jamais entendu, par exemple, l'ancien secrétaire général de l'Africa Foot, aujourd'hui président de l'Africa Foot, dire un mot sur le coach. Tout le monde a essayé de trouver des boucs émissaires et de façon très surprenante, personne ne comprenait pourquoi le coach l'a resté en place. Il n'y a jamais eu de résultat. Et on sait que dans le sport, comme dans le management de façon générale, quand il n'y a pas de résultat, on regarde quand même le chef de l'équipe. Et le chef d'équipe, c'était Finke, qui a fait descendre le foot, l'équipe nationale du Cameroun, un peu plus bas au fond du trou. Donc il faut éviter, parce que si la question me laisse penser que ce limogeage a été fait pour les besoins de la cause. Je suis convaincu que M. Tombia Roko a regardé autour de lui et l'acte fort qu'il pourrait poser pour ne pas faire du travail, c'était de limoger. C'est un acte de... Alors... Je crois que je suis à 100% sûr que c'est pour cela qu'il a fait. Mais il faut mieux que ça pour le choc nécessaire dans la tanière des Lions Indomptables. Et le football, l'Africa Foot, ce n'est pas les Lions Indomptables. D'accord. L'Africa Foot, c'est beaucoup de choses. Il faut regarder à la Ligue de football professionnel. Merci, qui n'est pas une Ligue de football professionnel. Il faut regarder la recherche des talents. Moi, je suis convaincu qu'il y a trop de talents au Cameroun, mais parce que le réseau est concentrique, et on ne peut pas, les gens n'ont pas la volonté d'aller chercher les talents. Merci. Alors, professeur Léopold Herman, peut-être un mot également sur cette actualité. Bon, sur cette actualité, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que Serge Pout a tout dit. Il a fait un très bon résumé de la situation, et M. Kouébou aussi. Mais je pense que mon mot irait tout simplement à M. Bellinga et John Kep, dont on connaît la qualité. Et puis, bon, c'est un défi à relever, vous savez. Il y a toujours eu ce débat entre un entraîneur expatrié, un entraîneur national, lequel est mieux. Et là, maintenant, c'est un défi et nous y croyons. Nous pensons que c'est pas la nationalité forcément de l'entraîneur qui fera les résultats. Oui. Mais il faudra qu'il bosse dur pour que les résultats suivent, puisque c'est à la base des résultats qu'il y a eu ce changement. D'accord. Alors, Dr Guépafé Sangué, aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à penser que très prochainement, on pourrait peut-être revoir Claude Leroy ici. C'est quand même l'un des entraîneurs qui a eu les meilleurs résultats avec l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, vous n'êtes pas dans les secrets des dieux, mais est-ce que ce serait un bon choix? À mon humble avis, ce serait déjà un bon choix qu'enfin on ait des entraîneurs nationaux et qu'on ne cherche plus à l'étranger. Qu'on cesse de se moquer de l'expertise nationale, qu'on cesse de la mépriser et qu'on cesse de la sous-évaluer. Je crois que la question, Serge Pout a parlé de ça tout à l'heure, la question du football camerounais est systémique. Et puis, quand on veut parler de la question du football camerounais, il y a la politique du sport qui n'existe pas au Cameroun, qui véritablement est d'une opacité qui est plus proche de la sorcellerie que de la cohérence rationnelle. Il y a maintenant la volonté de maintenir le football dans tout ce qu'il y a comme pratique clanico, ethnico, ésotérique, qui enferme finalement tout ce qu'on pourrait avoir comme déploiement des ressources, comme exploitation de potentiel, jusque-y compris, M. Kouébou a parlé de ça, la recherche des talents. Il y a une forme de mafia difficile à qualifier, innommable d'ailleurs, dans le football camerounais, qui contribue à ce que, là où véritablement les problèmes se posent, qu'on ne veuille pas les poser. C'est une chose qui s'est passée, que Volker Fink ait été limogé. Moi qui ne suis pas un expert du football, j'ai eu suffisamment de compréhension quant à l'incompétence profonde de ce monsieur depuis très longtemps. Oui. Parce qu'il suffisait de voir comment l'équipe jouait depuis fort longtemps pour rendre compte qu'il n'y avait pas de système de jeu. Et quand il n'y a pas de système de jeu, c'est quand même celui qui doit orchestrer l'équipe qu'on regarde. Avant même son recrutement, il y a des gens comme Roger Mila qui ont crié au scandale. On ne les a pas écoutés. Avant cette phase, il y a des gens comme Joseph-Antoine Bell qui ont écrit sur le football camerounais. Il y a des gens comme votre collègue Jean Lambert Nan qui ont fait un travail sérieux, tout au moins sur le football camerounais. Ce pays devrait oser poser les vrais problèmes.
Si on veut même résoudre les problèmes du football camerounais, il ne faudrait pas qu'on oublie les autres sports. Ça veut dire que la question de fond, c'est qu'il faut repenser même la politique de sport au Cameroun et que ça irradie sur tous les secteurs du sport. D'accord. Alors, deuxième sujet sur lequel on va rapidement recueillir des avis, c'est ces deux décrets du 27 octobre, signés par le président Paul Biya, qui nomme donc Joseph Betty Assommoa et le jeune Bella à la tête du conseil d'administration de l'école internationale des forces de sécurité. Denis Kwebo, déjà, d'accord, pour Betty Assommoa, on peut comprendre, hein, en tant que chef des armées, qu'il soit également le PCA. La question qui s'est posée dans les esprits de quelques-uns avec qui j'ai discuté, c'est le jeune Bella. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre cette nomination? Bon, il faut dire que les nominations sont de plus en plus contestées, entre guillemets, au Cameroun. Parce que sur la liste d'attente, il y a beaucoup de prétendants. Ouais. Quand un acte est posé, vous voyez directement les sorties en sorcellerie. Quand on parle d'une école internationale, ça veut dire que ce n'est pas une institution qui dépend uniquement du ministère de la Défense. Il y a la coopération, la diplomatie qui intervient lorsque ceux qui viennent se former viennent des autres pays, donc ça se passe pas. C'est dans le cadre de la coopération militaire que ça se fait. Ouais. Il est tout à fait normal que celui qui est ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères, le jeune, il est normal qu'il soit avec le ministre de la Défense à la tête de cette institution. Je crois que c'est une nomination qui est assez normale. Ce n'est même pas une nomination en tant que tel, parce qu'ils sont la ex-qualité, il faut le dire. Il ne faut pas aller chercher. Midi à 14h. À 14h pour comprendre. Mais il y aura toujours des gens pour dire un mot. Généralement, ils le disent parce qu'ils auraient aimé être à cette place-là. Mais tout le monde ne peut pas être à la fois. On ne peut pas avoir 1000 PCA à la tête d'une seule institution. D'accord. Une autre personne aimerait dire un mot sur ce sujet ou on continue? Juste préciser, pour aller dans son sens, hein, le ministre des Relations extérieures est juste, on va dire, la figure du chef de la diplomatie camerounaise, en l'occurrence le président de la République. Vous voyez, donc c'est très important. Il y a une dimension diplomatique, la coopération militaire, elle date. Il y a une volonté pour les pays partenaires du Cameroun en matière de formation dans le domaine des armées de délocaliser. Et voyez-vous, le Cameroun abrite cette école. Il y a donc des questions transversales qui sont importantes et délicates. C'est important, c'est tout à fait naturel qu'on ait le ministre de la Défense, délégué en charge de la Défense, et puis le ministre des Relations extérieures. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Alors, tout de suite, on prend la transition qui sera d'ailleurs suivie d'un reportage signé Léla Renganzeux sur la distribution des Milda au Cameroun. C'était cette semaine à Douala. Reportage. Le train a quitté la gare à Ebolova dans le sud, où le gouvernement a procédé ce 27 octobre 2015 au lancement de la première phase de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Avec un taux de prévalence de 18%, chiffre officiel donné lors de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la maladie tropicale se veut moins violente aujourd'hui plus qu'hier. D'ailleurs, les médecins de la FIM, les hospitalisations dues au paludisme grave ont considérablement réduit. Possibilité de faire le lien avec la première campagne de distribution de Milda. Depuis 2011, en effet, le taux d'utilisation des moustiquaires a augmenté, tout comme la connaissance de la maladie. Les citoyens sont plus au fait des règles d'hygiène qui permettent un tant soit peu de se tenir loin du paludisme, maintenir propre son environnement, réduire la morbidité et la mortalité du paludisme et ainsi atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Au moment où le Cameroun lance cette deuxième campagne de distribution gratuite de Milda, il est question de mettre à disposition des Camerounais environ 12 millions de moustiquaires imprégnés, et ce, sur toute l'étendue du territoire national grâce au cofinancement du Fonds mondial. Rectifier les erreurs de la campagne de 2011, le ministère en charge de la santé publique au Cameroun espère atteindre plus ou moins tous les foyers, et notamment les femmes enceintes et les enfants. Ceci parce qu'une enquête post-campagne menée en 2011 par le même ministère avait révélé que 5% de ménages n'avaient pas reçu de Milda. Alors, professeur Léopold Lehmann, que peut véritablement la moustiquaire
dans la lutte contre la pandémie? Que peut la moustiquaire contre le paludisme? Elle peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout faire. Mais beaucoup comme Voilà. quoi? Parce qu'on va évoquer les chiffres tout à l'heure. Oui, il faut déjà savoir, vous avez en début d'émission dit que la distribution a eu lieu en 2013, non c'est 2011. Donc en fin 2011, il y a eu une campagne où on a distribué Tout à fait. Oui, environ 8 millions. Et maintenant, c'est effectivement ce que vous avez dit, 12 millions de moustiquaires. En fait, il se fait que ici au Cameroun, il y a 12 ans à peu près, quand je commençais mon doctorat, nous avons mené une étude à Kumba. Il s'agissait de démontrer ou de vérifier que les moustiquaires imprégnés sont efficaces contre le paludisme. Bon, effectivement, on a vu, à l'époque, il y avait encore des moustiquaires qu'on réimprégnait. Bon, il s'est fait qu'elles étaient efficaces parce que nous avions pris 2 quartiers, un quartier où il n'y avait pas de moustiquaires, un quartier où il y avait une distribution, et on a vu qu'effectivement, les moustiquaires étaient efficaces. Bon, maintenant, il y a eu des développements, il y a des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, dans des moustiquaires pour lesquels les fabricants intègrent l'insecticide à la fabrication des fibres. Donc, ces moustiquaires-là ont aussi été distribués ailleurs. On a vu une certaine baisse de la prévalence du paludisme. Donc, les moustiquaires sont efficaces. Mais maintenant, comme pour le sport tout à l'heure, il y a un problème de base. Quand on a un problème comme le paludisme, un problème de santé en général, il faut avoir des objectifs aussi, je dirais, forts à la dimension du mal. Et c'est là que les moustiquaires seuls ne peuvent pas résoudre le problème. Scientifiquement, c'est bien démontré que les moustiques qui transmettent le paludisme, parce qu'il y en a plusieurs espèces, et les moustiques qui transmettent le paludisme sont très actifs au beau milieu de la nuit. Bon, maintenant, les moustiquaires, on devrait les utiliser à côté d'autres mesures. Et même quand on les distribue, comme on les a distribués la dernière fois, il faut bien cibler la distribution. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le paludisme est transmis par un moustique qui va piquer un individu et amener les parasites vers un autre individu. Donc, les moustiquaires constituent une barrière. Bon. Maintenant, tout le monde ne peut pas être tout le temps sous la moustiquaire. Donc, de même que les moustiquaires constituent une barrière, les répulsifs corporels constituent une barrière. Et nous savons que notre nature, nous sommes dans un milieu très riche. Notre forêt tropicale, notre milieu équatorial est très riche en substances et certaines sont répulsives. Donc ça, c'est par exemple une autre barrière qu'on devrait utiliser pour interrompre la transmission du paludisme. Maintenant, il y a autre chose. Le parasite, il se retrouve dans la population. Et nos recherches ces derniers mois, ces dernières années à Douala, nous ont montré que environ 1/3 de la population porte le parasite. Donc, vous avez des gens qui portent le parasite et qui ne font pas de symptômes. Et si vous attendez tout simplement le jour où ils seront malades pour aller à l'hôpital, on ne sera jamais victorieux contre le paludisme. Donc, il faut une autre approche, une approche de détection active des cas. Pour comprendre un peu, professeur, ça veut dire que ces personnes qui portent la maladie en elles, mais qui ne la font pas, elles peuvent finalement devenir des réservoirs où les moustiques vont le porter pour transmettre chez des personnes saines. Absolument, elles sont des réservoirs, Oui. mais elles ne sont pas immunisées complètement. Ici, on parle de semi-immunité. Oui. Nous qui vivons ici, nous sommes de temps en temps malades. Ça veut dire que nous avons une semi-immunité. Mais nous sommes un danger pour tout le monde. Et voilà une chose, pour ceux qui vont souvent à l'étranger, en Europe, quand vous arrivez avec le palu, vous êtes isolé parce que, bien entendu, vous êtes un danger. Mais ici, on n'a pas intégré ce comportement. Donc, que ce soit dans nos ménages, que ce soit dans les hôpitaux, vous avez des paludéens qui sont là à la merci des moustiques
Et ceux-là constituent des réservoirs. Et c'est encore plus dangereux parce que si vous connaissez bien le moustique, il a des stades. Et il y a certains stades, les stades de transmission se développent plus quand on est sous traitement. Ça veut dire que dans les hôpitaux, par exemple, pendant qu'on est en train de traiter un paludéen, il est très dangereux, même à la maison. Et ça veut dire que les distributions de moustiquaires, par exemple, comme la dernière fois, devaient cibler d'abord les hôpitaux. Vous comprenez? D'accord. Merci, docteur. On reviendra à vous. Alors, avec toutes ces explications, on comprend que la lutte contre le paludisme semble finalement un peu plus compliquée parce que il ne s'agit pas que de neutraliser un moustique ou deux moustiques. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. D'ailleurs, les statistiques disent qu'on a eu plus de 4000 décès en 2014 dus au paludisme. C'est encore beaucoup. Et là, j'ai envie de vous demander, Dr Guy Pafet-Songhai, quand on regarde les actions qui sont menées au-delà de la distribution de l'amida, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun fait preuve d'une réelle volonté de lutter contre cette maladie? Je ne veux pas parler de volonté parce que je crois que je n'analyse pas la question comme ça. Toujours sur le plan de la démarche scientifique, je crois qu'il y a un problème sur l'angle sur lequel on veut attaquer le problème. S'il faut regarder les barrières, que ce soit les barrières corporelles qu'on peut mettre, n'est-ce pas, certaines substances pour chasser les moustiques, que ce soit la moustiquaire imprégnée, ce sont des barrières. Pourquoi on ne pense pas initialement à détruire le moustique? Et c'est là le problème, c'est-à-dire qu'il y a toute une politique qui devrait exister dans le sens de laisser le moins possible la possibilité, les options de reproduction à cet animal. On sait aussi comment il se reproduit, quels sont les milieux dans lesquels il se reproduisent. Des personnes qui ont l'âge du professeur Lehmann et un peu plus savent que dans ce pays, je ne suis pas en train de parler ailleurs, il y avait des campagnes pour désinfecter tout un pays, pour désinfecter des villes. Ce qui faisait qu'on avait moins de cafards, moins de moustiques, moins de souris, parce qu'on allait déloger le problème à la source et à la racine. Pourquoi ça a disparu? Il y a question à poser. Si on dépense des milliards pour laisser le moustique se balader et empêcher qu'il finisse son travail après toutes ces balades, c'est qu'il y a quand même un problème. C'est comme si peut-être on est en train de faire le nécessaire pour le pérenniser. En France, lorsque le chikungunya a énervé les gens, qu'est-ce qu'on a fait? On a stérilisé les moustiques. Et c'était fini comme ça. Il y a plusieurs méthodes aujourd'hui qui ont été expérimentées pour tuer le moustique, pour réduire la population à un seuil acceptable. Que ce soit au niveau des États-Unis, que ce soit en Europe, etc. Pourquoi il n'y a pas les moustiques dans certains pays européens? Ce n'est pas seulement la question du climat, mais c'est aussi parce qu'on les a combattus jusqu'à les anéantir, les réduire. C'est quand le climat est chaud que ça devient un peu plus difficile. Cependant, si on investissait plus, parce que ça c'est une question de stratégie et de méthodologie, si on investissait plus à attaquer le moustique depuis son système de reproduction, depuis les cycles qui sont connus, on aurait moins de moustiques disponibles et on aurait même moins besoin des moustiquaires. Donc c'est une question de stratégie. Et ça ne relève pas des experts, de la volonté des experts comme le professeur Lehmann, mais plutôt d'une vision de la politique de santé dans un pays. C'est ça le problème pour moi. D'accord. Alors, Serge Pout, ça semble basique, il y a cette question des insecticides qu'on pulvérise. Je rappelle d'ailleurs que jusqu'aujourd'hui, c'est le cas dans certains pays. Même les États-Unis qui ne font pas particulièrement face à de grandes pandémies de malaria, ils ont l'habitude, à des heures très tardives, quand les gens dorment, de passer avec des hélicoptères, pulvériser des insecticides. Chez nous, on le faisait à une époque. Pourquoi aujourd'hui en est-on arrivé où on ne voit plus les agents des questions sanitaires dans nos rues? Alors, il y a un ouvrage électronique qui a été commis par beaucoup d'experts à l'initiative du ministère de la Santé publique, Solidarités oubliées, et où il y a eu des propositions sous la forme de notes stratégiques au sujet de la lutte contre le paludisme. Et dans cet ouvrage, l'accent a été mis sur la décentralisation de la santé. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire au ras du terrain, au ras des quartiers, au ras des communes pour perpétuer ce travail-là. Ça, c'est d'un. De deux, il me semble avoir lu que il y a quand même toute une carte de l'expansion du paludisme. Il y a une cartographie. Le professeur pourrait parler de ça, avec des zones à forte résistance paludéenne. D'accord. On peut envoyer l'image à l'antenne. Je crois qu'on a une carte pareille comme ça. Alors donc, et c'est pour ça que la question ne me semble pas aussi simple à résoudre. Elle est complexe, au vu d'abord de notre
capacité de financement, mais au vu aussi, comme a dit Guy Parfait Songuet, aussi de la vision qu'on a, des stratégies. Je pense que, à mon sens, il y a un travail qui est en train d'être fait. Il y a des réglages qui se font de plus en plus. Et je crois qu'il faudrait mettre l'accent. Maintenant, les récentes évaluations de la décentralisation ont montré que ça va à pas lent, à pas très lent. Il faudrait que, au niveau de la santé, que ça s'accentue pour que, comme ils l'ont dit tous les deux tout à l'heure, qu'il y ait un travail qui se fasse au niveau des comités d'hygiène et de salubrité. Oui. C'est ça le travail qui doit être fait, qui est là. Le Cameroun n'a pas changé entre l'époque dont il parle et aujourd'hui. Les mêmes mécanismes sont là. Peut-être que certains ont la mémoire un peu en balade, un peu en vacances. Et c'est pour ça qu'on note ce qu'on note là. Voilà. Oui, alors ça c'est quand même grave, hein, parce que c'est vrai, je pense que vous avez trouvé des mots pour tenter d'expliquer qu'à une certaine époque, quand on était moins développé, quand on peut penser qu'on avait moins de moyens, parce qu'on faisait moins de revenus, on avait moins de pays comme l'Inde, la Chine et autres qui nous accordaient des prêts, on arrivait à pulvériser des insecticides et qu'aujourd'hui, on n'en soit plus capable. Denis Kwebo, cette question, il y a quand même de quoi insister. Non. Si je réponds à la question des dons, je vais participer à un flou sur la question des moustiquaires. Oui. Pour avoir travaillé sur cette question, je ne sais pas si c'est pas sur le contrôle du professeur qui est là. On n'a jamais distribué 8 millions de moustiquaires au Cameroun en 2011. On n'a jamais distribué la moitié de ces moustiquaires, puisque l'affaire est connue du grand public. Oui. Que Oui. Il y a des gens on ne sait pas si les gens avaient 1000 moustiquaires, qui les faisaient livrer partout. Chaque jour, les mêmes moustiquaires. Aujourd'hui, on parle de 12 millions. Les Camerounais sont au moins sûrs, moi je suis sûr, que au meilleur des cas, ces moustiquaires-là n'existent même pas au tiers. À moins que les autorités qui sont en charge de la distribution nous invitent pour voir là où on a acheté les moustiquaires, où on les a entreposés. Et moi, je suis père de famille. Et je suis dans une famille aussi. Alors, cette distribution-là, pour quelqu'un qui a autour de lui au moins 200 autres personnes, on pouvait prendre le ratio même dans nos familles. Je ne sais pas combien de moustiquaires vous avez reçus dans vos familles. Ces moustiquaires-là, il faut le dire, ce n'est pas péremptoire, n'existent pas. Il ne faut pas associer la question des moustiquaires à la question de la lutte contre le paludisme. Parce que si on Elles sont indissociables, les deux questions. Et si on fait cette association, il faut qu'on se dise les vérités ici. Personne au Cameroun n'a jamais eu la volonté de lutter contre le paludisme parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent à un certain nombre de personnes. C'est un grand business. Parce que le professeur qui est à côté, je crois qu'il fait des travaux de recherche sur la question. Alors, si on associait ceux qui ont la science dans le domaine, il serait en train de nous dire comment est-ce que, par exemple, lui pilote ce projet, étant donné que moi, je ne le connais pas particulièrement, mais son nom, moi, je savais qu'il y avait un blanc. Un professeur Lehmann. Moi, le jour où je me suis retrouvé avec lui ici, moi, je croyais que c'était un autre Lehmann. Je crois que depuis qu'on a su qu'il est un Camerounais, et depuis que les autorités même ont su que lui, il est même vraiment Camerounais, il ne va pas le dire parce que ceux qui sont liés, liés au fonctionnariat national ne peuvent pas dire. Donc, nous, on ne souhaite pas qu'ils disent un mot, parce que s'il dit un mot, il peut même être la risée de tout le monde. Si vous allez en pharmacie, posez la question. Moi, je suis lié à la pharmacie. Si vous allez en pharmacie au Cameroun, tout le monde sait que le médicament qu'on achète le plus, sont les antipaludiens. Oui. Si vous allez à côté de la Quintini, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vendent les cercueils. Plus vous avez des vendeurs de cercueils autour de l'hôpital, plus vous avez le ratio des morts aux malades. Ce n'est pas fort. Je crois que si on est dans la science, restons dans la science. Si on multiplie le nombre de vendeurs de cercueils, c'est que le nombre de morts se multiplie dans cet hôpital-là. C'est pour ça que sinon, on devait diminuer plutôt le nombre de vendeurs de cercueils. Si on n'achète que les antipaludiens, s'il y a 2 multinationales au moins qui contrôlent toute l'Afrique francophone, je veux dire d'abord c'est UCFAM, le professeur est là, ce n'est pas parce qu'on est là pour lutter contre on est là pour le développement des plus grandes multinationales. Et il parlait des moustiquaires. Qui fabrique les moustiquaires? Moi, je suis africain et profondément africain. Tous ceux qui me connaissent, je ne veux pas parler de ce que je sais du paludisme et de beaucoup d'autres maladies. Vous comprenez évidemment que je sais de quoi il s'agit. J'ai souvent participé à cette lutte. C'est un business mondial. C'est un business mondial.
dans toutes les sociétés traditionnelles, on a toujours lutté contre le paludisme. Et les méthodes traditionnelles de lutte contre le paludisme sont les plus efficaces aujourd'hui. Si les Camerounais devaient continuer à aller en pharmacie uniquement pour se soigner du paludisme, je crois qu'on n'aurait pas seulement 4000 morts. Donc il faut aujourd'hui aller regarder toutes ces tisanes qui existent et qui ont suffisamment aidé à lutter contre le paludisme. Il y a des décoctions. On parle de notre forêt. Ça ne se vend pas en forêt. C'est-à-dire que si l'État pouvait utiliser quelques centaines de milliers de francs seulement pour encourager même la culture de certaines espèces, on pourrait réduire le paludisme. Donc, dit que la moustiquaire ne peut pas parce qu'elle n'est pas efficace en elle-même, mais parce que le nombre est comme le chiffre de la population que des gens civilisés passent le temps à truquer. Donc, tout le monde sait qu'il n'y a pas de moustiquaires. Moi, je dis, je réaffirme que ces moustiquaires-là n'existent que... Non, je dis que les moustiquaires n'existent que... Le nombre n'existe que chez ceux qui ont avancé. Merci. Alors, deux personnes vont réagir. Allez-y d'abord, professeur Lehmann. Oui, je vais réagir et je vais remercier. Les panélistes sont vraiment très pertinents dans leurs propos. Oui. Déjà, je commence par le docteur Guy Parfait-Songuet, qui, sans être paludologue, a mis le doigt dans le mille. Parce que, en fait, les moustiques ont des stades de développement. Il y a d'abord la larve, il y a la nymphe, il y a l'adulte. Et dans les mares d'eau, vous avez des larves qui se développent. Ça veut dire que elles sont plus concentrées. Vous avez une mare qui peut avoir 1 milliard de larves. C'est là que on peut mieux utiliser les larvicides et réduire de façon drastique le nombre de moustiques. Donc, c'est vrai. Donc, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Oui, mais on ne peut pas le faire facilement parce que ça aussi, le vrai problème du paludisme, c'est que les personnes les plus concernées, donc les populations, parfois ne sont pas conscientes du problème. Il disait que tout le monde sait, non. À l'école, je le dis tous les jours, normalement, un enfant au Cameroun, dès la fin de l'école primaire, devait déjà savoir que ça, c'est une larve de moustique, puisque c'est le danger le plus important pour la santé, le moustique. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez 40 à 50% de personnes qui sont là à cause du paludisme. Donc, c'est un problème crucial. C'est celui qui mine notre économie le plus, le paludisme. Donc, maintenant, laissons déjà ça. Il a évoqué le tourisme tout à l'heure. En fait, quand on parle de nos problèmes économiques, vous savez, la place qu'a le tourisme dans une économie, c'est pas les policiers les tracasseries policières qui empêchent les touristes d'arriver. C'est le paludisme. Parce que quand un touriste a le choix entre des îles, ou je ne sais pas de quel pays, et une zone impaludée, il voit déjà son investissement tout de suite et puis il voit le danger. Donc c'est ça qui nous empêche d'avoir de l'argent. Et ça empêche à ces multinationales qui, pour faire un crochet sur M. Kwembo, qui pensent que l'industrie pharmaceutique va gagner beaucoup d'argent en vendant les antipaludéens. Non, on peut transformer, convertir cet investissement. Mais vous êtes chercheur, vous êtes chercheur, oui. Professeur. Dites-nous à votre niveau. Parce que effectivement, quand on fait le listing, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mesures qui peuvent être utilisées. Oui. Et que si on les utilisait, ce serait avantageux pour le Cameroun, sur le plan du tourisme, sur les économies qu'on ferait en achetant des médicaments. Donc, à votre niveau, dites-nous, est-ce qu'il y a de véritables recherches réalisées par les chercheurs camerounais et est-ce que le gouvernement camerounais soutient ces recherches-là? Bon, je vais vous dire déjà en tant que chercheur camerounais qu'on est très peu soutenu. On est très peu soutenu. La recherche a besoin de beaucoup d'investissements. Bon, on peut comprendre que on s'occupe plus des malades qui sont là que de la maladie, que de la recherche qui va produire des résultats déjà qu'on ne voit pas, qui sont pas palpables. La recherche est généralement financée pas seulement par l'État, même le privé devrait s'intéresser plus à la maladie. Mais n'allons pas compliquer la recherche de solutions. Il y a ici, dans ce pays, des sociétés privées qui ont des paludéens tous les jours qui
réduisent leur productivité, Oui. qu'est-ce qu'elles font? Donc, il faut s'attaquer au problème là où il est. Mais est-ce que vous les avez approchés au Oui, moins bien sûr, nous travaillons. pour dire venez nous soutenir? Nous travaillons actuellement là-dessus. Mais faites attention, un professeur d'université, un chercheur n'est pas en même temps celui qui va chercher les sponsors. Déjà que le sponsoring ici au Cameroun, on dirait que vous demandez l'aumône. Hein? Donc, nous sommes spécialisés dans notre domaine. Nous avons des résultats, ils n'ont qu'à lire. On les publie en international, on les présente. Donc, nous approchons et nous travaillons sur le terrain. Nous avons des résultats sur le terrain à Douala. Quand je vous parle de la prévalence du paludisme à Douala, c'est pas inventé. Nous allons sur le terrain, nous allons dans les quartiers que vous n'imaginez pas. Les larvicides dont ils parlent, nous avons des étudiants qui, il y a plus de 10 ans, ont travaillé sur les larvicides et nous travaillons encore là-dessus. Donc, il y a des moyens. Vous allez chuter par là. Oui, je vais chuter par M. Kwebo qui disait que les moustiquaires n'ont pas été complètement distribués. Il a raison. Il y a beaucoup de difficultés dans la distribution. Mais aussi des difficultés ou c'est la mafia? Ou des micmacs, Non. C'est pas. Moi, j'ai été en plein. Attendez. Volé par non, qui attendez. J'ai été en plein dans la campagne de 2011. Il faut, par exemple, dénombrer. Je vous parle d'une difficulté simple. Technique. Oui, technique. Il faut dénombrer, donc recenser. Donc, pour recenser, il faut qu'il y ait des volontaires. Tout part déjà de là. On transpose certaines solutions de notre pays sans bien étudier la situation. On distribue le moustiquaire à une saison qui est pas appropriée. Et puis, on n'utilise pas les volontaires qui sont disponibles. Nous avons des étudiants. D'accord, merci, professeur. Alors, Denis Kwebo, vous allez répondre tout à l'heure. On n'a pas besoin de recenser pour ça, parce qu'à Douala, là, si vous voulez distribuer le moustiquaire, il faut venir. Nous, on va prendre ça. On va aller dans toutes les maisons, on va donner les moustiquaires. Parce que tout le monde ici à Douala est concerné. Vous qui? Je dis, nous, les citoyens, on va vous aider à distribuer ça. Non, les citoyens Merci. Non, nous, on se porte, on va distribuer ça aux gens, maison après maison. Denis Kwebo, merci. Je vais quand même noter au passage qu'en 2011, je connais au moins 4 personnes qui en avaient 50, je ne sais pas par quel concours, et qui en plus pouvaient les vendre après. Donc, il y a une vraie mafia. Alors, je voulais aller plus par principe, vous allez remarquer, c'est toujours ma démarche. Quand on veut attaquer un problème, il faut qu'on aille à la racine, qu'on aille au fond. Je voulais aller plus partant de ce que le professeur Lehmann a dit pour qu'on réalise que, encore c'est là, on n'a pas une politique de développement qui puisse générer des politiques publiques en matière de santé cohérentes. Alors, puisqu'il faut aller dans la quête de solutions, ça pose encore, parce que moi je m'arrêtais pas au larvicide, c'est qu'il fallait bien qu'on y aille par étapes. C'est qu'un arbre ne pousse pas par les feuilles. Il faut qu'on cesse de regarder les problèmes depuis le sommet, que voilà l'arbre, regardons les feuilles. Non, on passe par les branches, on retrouve le tronc jusqu'aux racines, allons jusqu'à l'intérieur. Ça pose donc maintenant la question de l'urbanisation, qui est une autre question relative à la santé publique. Ça pose la question de l'insalubrité qui est liée. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mares? C'est parce que de toute façon, on n'a pas fait un travail suffisant de façon à avoir la propreté dans les villes. Ici, on est en pleine sorcellerie à Douala. Il faut des inondations pour que les gens comprennent qu'il faut décamper des endroits où l'être humain n'habiterait jamais en temps normal. Je passe. Maintenant, quand on dit, nous sommes des chercheurs, nous sommes des universitaires, consultants même pour beaucoup. Quand on dit qu'une chose est difficile, ça appelle de l'expertise. C'est-à-dire, comment on résout le problème. Et la résolution du problème, tel qu'il est posé, est celui d'une bonne communication sociale. Parce que la communication sociale a pour but de modifier les comportements en modifiant la perception que les gens ont d'une réalité. Ce qui est bien différent de la communication politique ou encore de la communication d'entreprise. Ça veut dire que quoi? La curiosité que l'on constate en voyant que ceux qui veulent, en tant que techniciens, lutter contre le paludisme se retrouvent sans ressources financières, alors qu'il y a un budget énorme autour de cette affaire, démontre qu'il n'y a pas de volonté à résoudre le problème. On ne devrait pas avoir des volontaires pour la lutte contre le paludisme. Ça devrait être une architecture organisationnelle, structurelle, bien financée, qui permette que ce soit le boulot des gens et qui soit bien rémunéré parce qu'ils contribuent à la santé publique. Au Cameroun, on est toujours en pleine sorcellerie parce que de toute façon, la majeure de ceux qui possèdent le pouvoir n'ont même pas en idée de résoudre un problème. Ils ont une seule préoccupation, c'est comment détourner le plus d'argent possible de chaque programme. Et c'est ça la réalité dans le fond. D'accord, Serge, vous voulez réagir? Non, je suis admiratif de son propos, sauf que, bon, faut un peu nuancer, pour dire que
Chaque jour, dans toutes les administrations, il y en a qui travaillent quand même. Ce qu'ils ont dit sur le plateau est vrai. Il faut toucher, attaquer le mal à la racine, le détruire à coups de marteau. Ça peut se faire, ça devrait être l'option ici, et c'est un cri. Il faut prendre ces critiques comme une manière d'interpellation. Mais il y a quand même un travail. Tout à l'heure, je parlais de décentralisation et je crois que chacun a sa part. Dans les différentes communes, les différentes mairies, il y a des services d'hygiène et de salubrité. On n'a pas besoin de faire de grands discours pour qu'ils se passent leur travail, comme ils viennent de dire. On n'a pas besoin forcément de recruter alors qu'ils sont là pour ça. Et malheureusement, souvent... Mais est-ce que c'est à nous ici d'interpeller les autorités pour leur dire le paludisme tue, il faut trouver des moyens pour que ça arrête de tuer depuis plus de 10-20 ans aujourd'hui. Denis évoquait tout à l'heure, et c'est là le mal qui est plus grave que le paludisme, les détournements. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu des détournements, il y a des gens qui sont allés en prison à cause du palu. Ça donne le palu d'entendre ça, mais bon, il y a des gens qui sont allés, il faut juste résoudre ce problème de la corruption. Ce n'est pas une affaire de couleur politique, c'est une affaire citoyenne, républicaine, c'est une affaire de vie. Et à ce moment, il faut s'engager. Donc, je crois que c'est important. J'évoquais tout à l'heure des notes stratégiques faites par des experts. Le ministère de la Santé publique a commandé, ils ont reçu, et maintenant à eux d'implémenter. Voilà. D'accord. Alors, la dernière question sur le traitement du paludisme même. Aujourd'hui, on parle du traitement du paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et force est de constater que dans plusieurs centres hospitaliers, quand on arrive plus de 4 ans après l'annonce, on se rend compte que ça pêche toujours. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de médicaments disponibles pour le nombre de malades? Non, c'est toujours le même problème, hein. C'est un problème de fond. Donc, les politiques, ils décident, ils ont des conseils, ils ont des bailleurs de fonds. Malheureusement, notre santé dépend pour beaucoup sur les bailleurs de fonds qui décident, par exemple, qu'il faut acheter des moustiquaires en Inde au lieu de les fabriquer sur place. Vous voyez, et là derrière, il y a toute une chaîne qui nous fait perdre en définitive. Ce n'est que du de même que pour les médicaments, vous avez un pays comme le Cameroun qui devrait investir dans beaucoup de secteurs. Et on se dit, bon, dans la santé, combien veut-on investir? Le bailleur de fonds s'amène, il vous dit, bon, vous devez acheter les médicaments. L'expertise est là. Et maintenant, quels médicaments? Là où nous pêchons, c'est que nous ne mettons pas généralement les médicaments en concurrence ou bien les options de solutions en concurrence pour en définitive choisir les mesures idoines. Donc, peut-être parce qu'on est financier aussi. Hein. Oui, mais ce n'est pas toujours une raison parce que nous sommes financés, bien entendu, mais nous pouvons aussi de nos ressources financer, surtout quand ce sont des problèmes de santé et d'éducation. Donc, ce qui veut dire que le médicament que le bailleur de fonds vous propose, ce n'est pas forcément pour vos beaux yeux, c'est pour son bénéfice. Donc, il vous conseille de façon discrète un médicament dont vous ne devez pas. Vous devez jouer avec cela et puis choisir maintenant, en définitive, une gamme de médicaments. C'est la même chose pour le diagnostic. On va vous dire, bon, maintenant, il vous faut des tests de diagnostic rapides. Allez, tout le monde les accepte. Non. Les médicaments, il y en a une panoplie. Donc, vous devez tester, du moins accepter d'utiliser une gamme de médicaments parce que, à un moment donné, certains, les médecins le savent mieux. Certains médicaments ne seront pas la solution pour un individu donné et il faudra qu'il change. C'est ce qui explique le fait qu'il y ait beaucoup d'antipaludéens maintenant sur le marché camerounais, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il y a beaucoup, il y a des vrais et des faux, malheureusement. Malheureusement, parce que quand on choisit un seul pour le traitement gratuit, vous voyez, le traitement n'est plus gratuit, n'est plus si gratuit que ça, parce que si ça ne marche pas, le patient et le médecin d'ailleurs se détournent de ce médicament et puis on va chercher ailleurs. D'accord. Merci, Denis Kwebo. Ce que le conseil dit est suffisamment grave. Hein. Oui. C'est-à-dire que
pour utiliser le terme réel, la plupart des personnes impliquées dans ces choses-là, c'est les criminels. C'est ça qu'on doit dire ça, pour que ça s'arrête un peu. Lorsque vous allez en pharmacie ici... Ce n'est pas excessif, là. Non, je dis qu'ils sont... Non, je vais quand vous aller faites dans le mourir sens. un citoyen, vous êtes plus criminel que tous les braqueurs du Cameroun. Si vous faites mourir un seul citoyen du Cameroun, alors que vous avez la possibilité de ne pas les faire mourir. Si vous allez dans une pharmacie, ici, vous avez une panoplie de médicaments. Le paludisme touche, je ne suis pas chercheur, je n'ai pas besoin de faire la recherche parce que je vis dans la rue. Ça touche plus les pauvres que les riches, le paludisme. Parce que c'est les pauvres qui vivent là où il y a Les mardeaux. Oui. mardeaux. Mais quand vous allez en pharmacie, vous avez des médicaments à efficacité égale qui coûtent 500 francs, 600 francs, 2000, 4500. Est-ce que c'est parce que les bailleurs de fonds sont là que on vous vend un médicament de 4500 francs au lieu de vous donner celui qui coûte 1000 francs? Non, ce n'est pas à cause des bailleurs de fonds, c'est à cause de... Quand le chef de l'État dit on fait un plan d'urgence pour le Cameroun, plus de 1000 milliards, est-ce que vous avez appris qu'il y a 50 francs dans les 1000 milliards qu'on a consacrés au paludisme? 0 francs. Vous pensez que le chef de l'État ne sait pas que si on veut toucher le cœur des problèmes des Camerounais, on s'attaque même avec 50 000 francs au paludisme? Ce n'est pas pour rien. Donc les budgets vont là où on va les prendre pour les recycler dans les rentes, dans la corruption. Là où il faut, là où tout le monde voit qu'il faut mettre 1 franc, personne ne veut émettre. Il n'y a pas... toutes les explications que les gens du régime aiment souvent donner sont là pour distraire. Entre-temps, il y a des Camerounais qui meurent. Le président a dit qu'il y avait la gratuité des traitements pour cette... Un paludisme simple. Un mensonge inadmissible dans un pays parce que je ne connais pas un endroit au Cameroun où vous pouvez aller traiter le paludisme à 0 francs. Vous allez d'abord payer au moins la consultation. Non, il y a des artifices pour que vous payiez. Et puis ils vont dire qu'on n'a pas cité tel médicament. Il y a toujours on vous dit qu'il y a un médicament gratuit. Comment est-ce que sur 1000 médicaments, on trouve un seul qui est gratuit? Où sont les... On met un seul pour permettre de vendre plutôt les autres. On connaît les comportements ici dans le pays. Je crois que cette question-ci est suffisamment grave. Et comme ça disait qu'il faut être... C'est que les Camerounais, on parlait des médicaments de la rue, on a oublié les médicaments de la rue. Face à cette criminalisation de la santé, il y a des gens qui se font encore plus mal en allant acheter le médicament qui est un poison. Donc ils sont déjà malades. Maintenant, parce que on ne fait rien pour leur donner le médicament qui est à leur bourse, on les envoie acheter un médicament qui, un, n'est pas un médicament, deux, est un poison. Voilà comment est-ce que le problème devient je veux dire une catastrophe nationale. Je suis d'accord avec voir ça. lui sur le fond. Docteur, juste une minute, permettez que sur le fond, mais je trouve qu'il est excessif parce que dire que très gentil, même. Les Camerounais qui dirigent théorisent et conçoivent le crime. Pas tous, hein. Non, pas tous. Non, je dis c'est il a parlé de ceux qui sont mêlés à ceux ces qui se mêlent le procès ici. Oui, je vous ai dit qu'on admirait un blanc qui travaille sur le médicament. Je pense qu'avec les lunettes de sociologue, c'est bien dit. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un phénomène qui devient anormal et dangereux et qu'il y a des gens qui en tirent profit. Voilà. Cependant, il y a aussi en interne une volonté de combattre. Quand il parle de la gratuité du médicament, des soins du paludisme, c'est décidé en officiellement. Mais nous connaissons les questions d'implémentation. Ça ne veut pas dire que c'est un mensonge. Mais non, le président sait que ça ne doit pas se faire. Il l'annonce pour annoncer et il passe le mot pour que ça ne se fasse pas. Alors, est-ce que, parce que c'est vrai, on peut comprendre la position, il faut que le débat soit équilibré, mais est-ce qu'on peut passer autant de temps à justifier chacune des choses qui ne marchent pas en disant oui, tantôt c'est l'implémentation, tantôt... ça veut dire qu'on ne va jamais avancer. Il y a toutes les raisons pour que ce soit le cas. D'accord, mais de manière... le dire, ça va, mais être péremptoire, c'est là le problème, parce que les choses ne marchent pas forcément mal à 100%. Donc il y a des choses, c'est pour ça que je pense que ça devrait être quand même nuancé. D'accord, dans le cas du paludisme, qu'est-ce qui marche bien par exemple? Oh, mais vous êtes là, déjà, sur ce plateau, en train de présenter une émission, donc vous n'êtes pas couché, c'est pas Maccabée qui présente. Donc c'est pas grâce à l'État. Ah, madame, les infrastructures... Non, on parle du paludisme, c'est pas grâce à l'État que j'ai pas de palu. Oui, mais je parle des principes. Les services sociaux de base sont progressivement mis en place. Maintenant, ça dépend. Ça peut rater ici, on corrige, mais
moi, ce que je n'apprécie pas, c'est le côté catégorique. À l'entendre, ouh là là, ce pays, c'est invivable. C'est ça le problème. Pourtant, ce qu'il dit est pertinent. C'est-à-dire que ceux qui sont en situation de décider devraient comprendre qu'il y a des impatiences, qu'il y a des fureurs en bas, et ils devraient comprendre qu'ils sont là pour servir au ras du terrain. Cependant, il y a quand même... Mon souci, c'est un peu de nuance dans le propos de mon frère. D'accord, merci. Je voulais dire, toujours fidèle à mon principe d'aller à la racine du mal, qu'il faudrait regarder la question de façon supra-étatique et infra-étatique. J'explique. Concernant le problème du paludisme. Il faudrait savoir que le paludisme fait partie d'un ensemble business qui rapporte énormément d'argent aux firmes internationales qui sont... parmi lesquels l'OMS et quelques autres organisations internationales qui prétendent résoudre les problèmes des pauvres et qui pourtant s'enrichissent de façon scandaleuse autour de la prétention de résolution de problèmes. Il y a il y a les États occidentaux là-dedans, parmi lesquels ceux qui ont leurs intérêts ici. Il y a maintenant les gouvernants qui eux aussi ont leur part du business, au point où, je ne veux pas être contrariant, et je ne veux pas être radical, mais il faudrait que l'on sache que l'éradication du paludisme n'est pas au programme. Il est dangereux d'un point de vue de leur business d'éradiquer le paludisme parce qu'ils éradiquent véritablement le paludisme. S'ils annulent véritablement la maladie, le business ne sera plus rentable. Mais ça, c'est pour vous parler des grandes puissances. Non, je suis en train... C'est pourquoi j'ai dit supra-étatique et ensuite infra-étatique. Je vous ai montré la dimension à l'international, la dimension à l'intérieur de l'État. Parce qu'à l'international, dans leur pays, ils ont réussi à éradiquer, dans beaucoup de leurs pays. On a parlé de tout ça ici. Oui. On a parlé des questions d'urbanisation, d'insalubrité. On a parlé des insecticides, etc. Donc on a même parlé de toutes les méthodes de façon globale. On sait comment tuer le paludisme de la racine jusqu'au sommet. On n'en a pas besoin, puisque c'est un business. On a l'habitude, par exemple, aujourd'hui, les cliniciens le savent, les laborantins le savent, ils modifient quelques molécules là-bas pour commencer encore à inventer de nouveaux business, vendre de nouvelles molécules qu'on impose sur le marché. Parce que le plus important est de maintenir le business. Donc, le fond du problème est au-delà de ce que l'on voit quant à la politique camerounaise. La réalité est qu'il y a une chaîne internationale qui se sert de la misère et de la maladie pour s'enrichir. Ouais. C'est ça, la complétude de la question et qui permet donc de voir jusqu'à quel point c'est compliqué. Vous ne pouvez avoir de contre-mesures efficaces chez vous que si vous avez des gouvernants qui ont une vision, qui ont des convictions et qui ont vocation véritablement à chercher les solutions des populations. Et je finis par là. Que ceux qui sont aveugles jusqu'ici se rappellent d'une chose simple. La misère, la pauvreté est un outil de domination des peuples. Et la maladie fait partie des stratégies de domination des peuples. Lisez, par exemple, la critique de la raison nègre d'Achille Bembe pour comprendre ce qu'il dit, mais ça va plus en profondeur encore. Il y a un premier capitalisme qui a fait la traite négrière, il y a un deuxième aujourd'hui qui se sert de beaucoup de violence à des fins d'enrichissement. Et de domination. Ouais, il y a une construction. D'accord, merci, professeur. Au propos du docteur Guy Parfait Songuet, je veux seulement nuancer en vous disant que il y a des gens, même à l'international, qui pensent, du moins, qui montent des programmes pour l'éradication du paludisme. Bien entendu, ils sont une minorité pour le moment. Mais je veux surtout dire que, effectivement, il y a des gens qui pensent que c'est un business rentable, mais ils se trompent. En fait, ils se trompent parce que on ne peut pas se faire beaucoup d'argent sur des pauvres qui n'en ont même pas. La preuve, nous sommes dans des pays où nous sommes obligés pratiquement de faire appel à des fonds internationaux ou à des bailleurs de fonds et prendre des crédits énormes pour des problèmes de santé. Alors que si vous transposez, le paludisme a été éradiqué aux États-Unis en 1945, ça fait pas longtemps. Et vous avez parlé de pulvérisation. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Quand on détectait qu'il y a un cas positif, on allait dans le quartier et on pulvérisait. Donc c'est comme ça. Donc on peut éradiquer, et en éradiquant le paludisme justement, en le mettant à l'agenda maintenant, on va se retrouver avec des enfants qui ne vont pas tomber malades tout le temps, la morbidité sera réduite, nous serons productifs. Et puis, même ceux qui veulent faire des affaires, j'ai parlé du tourisme tout à l'heure, c'est valable pour tous les secteurs. Donc c'est pourquoi on s'est rendu compte, et on travaille là-dessus maintenant,
que investir sur la lutte contre le paludisme nous rapportera beaucoup d'argent. Au Cameroun, hein. Au Cameroun, il y a eux aussi. Mais sauf que eux qui commandent comment? Mais comment ça, eux, puisqu'on achète leurs médicaments, professeur? Des affaires, que, au lieu d'acheter les médicaments, au lieu de vendre des médicaments, on peut construire un hôtel. Hein? Et la richesse, c'est quoi? Ils peuvent venir se balader ici et se faire... Ils n'ont pas besoin de ça. Les firmes qui font des médicaments, est-ce qu'elles ont besoin de nos hôtels ou elles ont besoin de l'argent qu'on leur donne en achetant les médicaments? Professeur, le cynisme du néolibéralisme, vous parlez de s'en fout. Oui. Oui, effectivement, ils sont cyniques. Hein. Oui. Ils s'en foutent de ces questions morales et de vie et autres. Eux, ils n'ont pas besoin que la multitude soit d'ailleurs en bonne santé. C'est pas pour leurs économies, c'est les entreprises privées. Ils veulent utiliser la misère pour se faire le maximum d'argent et pas forcément au niveau des créneaux officiels. On connaît tous les voies parallèles. Et vous voyez vous-même que... Ils se trompent pas parce que le paludisme n'est pas le seul pilier, le sida est un autre pilier. Ils ont diversifié leur business. Oui. Ils ont dit la misère et la maladie dans tout ça. C'est pourquoi la lutte doit être endogène. Ça veut dire que là aussi, je devrais essayer de vous corriger un peu. Oui. Vous faites comme si votre rôle en tant que communicateur est négligeable. Non. Vous avez un rôle central. Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure de problèmes au niveau je parlais tout à l'heure des volontaires. J'ai peut-être été mal compris. Donc, on ne peut pas prétendre lutter contre un problème aussi grave sans faire participer les gens. Et le volontariat, les gens ne le connaissent pas. Le problème du volontariat chez nous est que quelqu'un qui a faim ne peut pas être volontaire. Il faut comprendre, c'est ça la réalité. Alors, merci. Mais il y a aussi on va sortir de ce sujet. C'est la question de la citoyenneté qui est notre problématique. C'est à vous encore que je donne la parole pour sortir de ce sujet. En 1 minute, le conseil qu'on pourrait donner aux Camerounais pour s'autoprotéger, notamment en ce qui concerne l'assainissement du lieu dans lequel ils vivent. Quel est le conseil que vous leur donnez? Oui, bon, si vous me donnez 1 seule minute pour en parler. Bon, vous résumez juste les grandes lignes. Les moustiquaires qui sont distribués, il faudrait que chacun fasse le maximum pour que la distribution soit effective. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et puis, l'hygiène, la salubrité, c'est déjà un très grand pilier de lutte contre le paludisme. Les mares et les herbes. Il faudrait surtout que tous les Camerounais, dès maintenant, sachent que il y a plusieurs moyens de lutter contre le paludisme, dont les insecticides, vite se soigner, aller à l'hôpital, éviter les médicaments de rue. Mais le moustique qui vous pique et qui se retrouve dans votre chambre le matin, gorgé de sang, il faut le pourchasser. C'est très important parce que quand le moustique est chargé de sang, ses œufs vont se développer et puis il va se multiplier. Donc en tuant un moustique gorgé, vous avez éliminé plusieurs milliers de moustiques. Et ça se passe au niveau individuel. Si vous laissez se balader les moustiques le matin ou le soir, mais non. Même dans vos maisons, remarquez, ce que je peux donner comme conseil, c'est que quand vous vous levez le matin, vous avez une bombe insecticide, vous pulvérisez avant de sortir. Pas la nuit, forcément. D'accord, merci. Voilà. Alors, et puis surtout, quand vous recevez des moustiquaires, ne les utilisez pas pour aller pêcher du poisson ou encore comme filer dans des stades de football. On a tout vu en matière d'utilisation de ces moustiquaires imprégnés. Ok, on prend très vite la transition et on revient pour discuter économie. C'est un bon filet pour les petits. Voilà. Mais Inde Afrique, qui s'est achevé le 29 du mois d'octobre dernier, parmi les grandes résolutions, donc le Premier ministre indien a annoncé un prêt de 10 milliards de dollars à l'Afrique sur 5 ans. Alors là, je commence par vous, Guy Parfait Songhai. Inde Afrique, tout d'abord, l'Inde, est-ce que c'est un bon partenaire pour l'Afrique? La question de fond n'est pas de savoir si l'Inde est un bon partenaire. La question de fond, pour moi, aujourd'hui, est de savoir jusqu'où les Africains sont inconscients de ce qui se passe chez eux. Vous avez la Chine qui se positionne, l'Europe occidentale qui se positionne, la Russie qui se positionne, l'Inde qui se positionne, les États-Unis qui se positionnent.
Tout ça, en Afrique, il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas pourquoi tout le monde se positionne chez eux. Les études de prédictibilité les plus sérieuses disent que le golfe de Guinée va être le centre des affaires dans les prochaines décennies. Et personne ne comprend pourquoi l'Afrique, et notamment l'Afrique centrale, est autant courtisée. Alors, il faudrait que pour une fois, on accepte de changer de démarche, à savoir, est-ce que celui-ci est un meilleur partenaire que l'autre? La question principielle, qui pourrait même devenir principale, est de savoir quel niveau de conscience avons-nous de nos potentialités, de nos capacités, et donc de la gestion des ressources qui sont les nôtres que les autres viennent convoiter. Parce qu'il faut reproblématiser cette affaire de coopération et de partenariat, parce que jusqu'ici, on ne peut pas parler de coopération et de partenariat au propre, parce qu'il s'agit d'un système qui vient brouter l'autre ou bien qui vient phagocyter l'autre. On a souffert de 5 siècles de pillage, 4 siècles de traite négrière, 1 siècle pratiquement de colonisation, et on est en plein néocolonialisme. On n'est même jamais sorti en fait de la colonisation, et le néocolonialisme avec l'impérialisme barbare qui a pris ses formes et s'est diversifié, s'est même variabilisé, on est en train de voir encore comment modifier la colonisation. Parce que je voulais parler de recolonisation. Non, il ne s'agit pas de ça. Puisque pour parler de recolonisation, il faudrait être sorti de la colonisation. D'un point de vue opérationnel et économique, justement, on n'en est pas sorti. Donc, le problème, à mon avis, c'est que comment peut-on mobiliser les ressources humaines en Afrique pour que les Africains cessent de se poser la question sous cet angle, à savoir, est-ce que tel est un bon partenaire, et qu'enfin, ils comprennent que c'est à eux-mêmes de décider des règles de cohabitation, de coopération, de partenariat avec ceux qui viennent les convoiter. D'accord, oui. Allez-y, Serge Pout. Alors, je partage une partie de ce qu'il dit, parce que je pense que c'est fondamental et c'est même indiscutable, sauf qu'il y a une réalité. L'Inde nous convie à la table pour justement essayer d'échanger, de commercer, et je pense qu'il faut voir les bons points d'abord de cette coopération. L'Inde, c'est 1 milliard d'habitants, c'est des potentialités énormes, c'est ici, au sortir de ce sommet, donc des programmes importants pour la médecine et puis pour l'informatique. Donc l'Inde nous aide, nous qui étions totalement dépendants de l'Europe occidentale, donc à élargir le cercle de la coopération avec des gens qui ne nous jugent pas toujours. Là, je dis les bons points d'abord, hein, avec des gens qui, avant, on nous disait, on nous aidait même presque pas, et on prenait tout gratuitement avec un regard condescendant. Aujourd'hui, on a des partenaires qui sont capables d'apporter quelque chose. Ils viennent chercher quoi? L'Inde surtout, et la Chine, on en parlera, les matières premières. C'est là que la question critique se pose, et que je rejoins Guy Pafé-Songhé, c'est que on retrouve le même schéma que celui du XVe siècle. Les gens, il y a une convoitise pour l'Afrique. Avant, c'était l'or noir, l'esclave, qui était l'or noir. Aujourd'hui, c'est les matières premières. On est venu prendre, on vient reprendre, sans que l'Afrique s'organise pour être créatrice de sa propre modernité. C'est le problème qu'il pose à ce niveau. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers les autres toujours en tendant la main, ou est-ce que nous sommes capables d'élaborer une liberté conceptuelle, d'avoir à nous, d'avoir une Afrique inventive, qui va donc d'égal à égal, qui se dit, mais on nous convoite, il y a une gourmandise, mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Donc c'est là la question de fond. Je résume, bienvenue à l'Inde pour ce que l'Inde nous offre, mais nous-mêmes également, réveillons-nous. Et disons-nous que nous avons besoin, comme disait le professeur Jean-Emmanuel Pondy dans un ouvrage que j'ai bien aimé, hein, repenser le développement à partir de l'Afrique. On refait la dédicace demain à Yaoundé. Tout à fait. Alors, le PM donc qui promet ces 10 milliards de prêts de Nikwebo, est-ce qu'on a tant de problèmes et de difficultés que ça à s'autofinancer? Et puis, est-ce que ça nous rend crédibles auprès des partenaires étrangers avec qui on négocie, d'être ceux à qui on accorde des prêts à chaque fois qu'on établit un partenariat avec l'Afrique, on lui offre d'abord un peu d'argent? Bon, je veux dire qu'il y a beaucoup d'avis de langage. C'est pas une faute qu'on parle de partenariat, de coopération. C'est des avis de langage. Et moi, je préfère rentrer dans les choses que je connais le plus et parler dans ma langue et non dans la langue de l'autre. Donc je recherche mes idées dans mes connaissances traditionnelles. Alors,
la bataille, la lutte pour le contrôle, le partage de l'espace vital est très ancienne. Cette lutte, dans l'histoire, on retrouve ça de loin. L'ancêtre du commerce moderne, c'est le troc. Et qui dit troc dit échange. Quand on parle d'échange, ça dit que vous venez avec quelque chose, chacun vient avec quelque chose. Quand il y a un parlé tout à l'heure, c'est que on est en train, on dit que le monde est un marché. Et l'Afrique a sa marchandise. Les autres, là. Moi, j'ai étudié le crime organisé international. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il parlait de crime, ça faisait peur à Serge. Le crime, ce n'est pas ce qu'on vous enseigne dans le dictionnaire. Le crime, c'est faire quelque chose contre autrui qui puisse détruire autrui. L'anéantir. L'anéantir. Je ne sais pas s'il faut qu'on prenne la machette pour couper votre tête, pour que vous sachiez qu'on est en train de vous détruire. On peut vous détruire autrement. Et vous avez donc ce marché moderne aujourd'hui qui est que c'est la forme la plus nouvelle des échanges. C'est la plus ancienne, c'était le troc, où on oppose la domination, on oppose la production, la transformation à une ignorance volontaire d'une partie des Africains. Vous avez votre marchandise et sur la place des échanges, ce n'est pas elle que vous portez. Sur la place des échanges, aujourd'hui, on porte notre marchandise, on donne à l'autre. Nous, dans les échanges, nous, on vient avec rien, alors qu'on a tout. Il s'agit de cela. Vous ne pouvez pas raser quelqu'un en son absence. Donc, ce n'est pas les autres qui doivent venir dire... Il y a un ami qui m'a dit que pour mes travaux champêtres, je dois venir le voir parce que c'est lui qui gère les projets au ministère. Je dis, je ne peux jamais accepter un don en la matière. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Personne n'a besoin de ça. On n'a pas besoin d'aide. J'étais l'autre jour avec le président de la Banque africaine de développement qui a annoncé 380 millions de dollars pour les femmes en agriculture en Afrique. 380 millions de dollars. J'ai fait remarquer au président de la BAD que la BAD, le capital de la BAD, la Banque africaine de développement, est détenu en grande majorité par les gens qui font le crime contre l'Afrique. Donc, vous ne pouvez pas aider l'Afrique. J'ai dit à cette réunion que l'argent que le Cameroun a déjà eu à investir dans certains secteurs de développement dépasse tout ce que la BAD veut offrir. Sauf qu'on va retrouver les traces d'aucun investissement quelque part dans un de nos villages ou dans une de nos villes ici. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu les moyens. C'est parce qu'on ne sait même pas que ce dont nous disposons, c'est plus important que l'arme atomique dont les États-Unis disposent. On a toutes les ressources minières en Afrique, beaucoup de ressources naturelles. On a une vaste forêt. Les gens disent crédit carbone. Ils disent non, nous on va polluer chez nous maintenant, à condition que vous gardiez. Donc c'est 10 milliards que là nous. On appelle ça en mathématiques, j'étais pas fort en mathématiques, on appelle ça epsilon. Epsilon, ça veut dire que ça n'atteint même pas zéro peut-être. On n'a pas besoin de 10 milliards sur combien d'années? Sur 5 ans. Le budget du Cameroun, c'est combien par an? Le budget de notre État, c'est plus de 3 000 milliards. Bon, mais en même temps, c'est 10 milliards de dollars, hein, c'est pas 10 milliards de francs CFA. Donc. 10 milliards de dollars de francs, mais on ne sait pas le dollar au Cameroun, on dit le franc CFA au Cameroun. Donc, j'ai dit que l'argent que nous avons, c'est notre richesse. Ce sont nos ressources, même humaines. Oui. Ce dont l'Afrique sera le continent le plus peuplé demain. La Chine a décidé que ce n'est plus une femme, une famille, un enfant. C'est maintenant une famille, 2 enfants. Nous, on a déjà tout ça ici. Nous serons le continent le plus peuplé dans quelques années, avec la plus grande population du monde, avec les ressources naturelles les plus importantes du monde. Comment est-ce qu'on peut encore faire le voyage? Je pensais qu'il devait y avoir une conférence à Njombe, ou bien à Addis Abeba, ou bien quelque part vers le Nigeria. Là, vous parlez de comment est-ce que l'Afrique va sécuriser ses ressources naturelles au lieu d'aller en Inde. Alors, merci. Encore que c'est l'Inde qui nous a invités. Hein. Alors, oui, professeur Lehmann, on sait que dans le domaine médical, l'Inde est quand même assez avancée. Il fabrique beaucoup de médicaments et vous êtes quand même assez introduit dans ce secteur. Est-ce qu'il y a une véritable coopération entre le Cameroun et l'Inde sur le plan médical qui pourrait amener même bientôt le Cameroun à avoir une vraie industrie pharmaceutique? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord
regarder ce problème sur l'angle global, hein, je pense qu'il ne faut pas qu'on se victimise un peu trop. Oui. C'est un combat d'intérêt. Donc les Indiens, comme tous les pays c'était du BRIC, maintenant BRICS d'ailleurs, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, maintenant l'Afrique du Sud, c'est un groupe de pays qui est conscient d'une certaine force, c'est plus de 20% du PIB mondial, donc ils veulent faire des choses. Et puis, comme disait Guy Parfait, l'Afrique est bien un point de convoitise. Mais là où je ne voudrais pas qu'on sombre dans un afro-pessimisme, c'est que nous sommes en train de nous réveiller. En fait, il y a des signes de réveil avec la formation. Oui. Parce que maintenant, vous voyez des facultés de génie industriel qui devaient être présentes depuis longtemps. Donc, nous avons petit à petit de la ressource, parce que c'est un combat, c'est pas un combat de matières premières. D'ailleurs, c'est très bien. Et nos matières premières ne sont même pas encore assez exploitées. Donc, maintenant, on peut avoir de la ressource pour, avec nos connaissances, exploiter et participer à ce commerce international. Et c'est de ça qu'il s'agit quand vous entendez parler de 10 milliards de dollars. En fait, le gouvernement indien va, par exemple, par un mécanisme, mettre l'argent à la disposition des banques indiennes qui veulent investir en Afrique. Mais justement, c'est pour ça que je posais la question sur l'industrialisation, parce que au niveau du commerce, c'est ce qu'on fait avec la Chine et beaucoup d'autres pays. Nous, la vérité, c'est qu'on produit pas grand-chose, on n'a pas grand-chose à vendre. Pourquoi donc s'aventurer toujours sur ce terrain-là? Pourquoi pas l'industrialisation? On a de l'intelligence. Je vais répondre donc à votre question pour enchaîner. Oui. Il y a des Indiens qui sont venus me voir il y a quelques mois, en juin, juillet. Ils sont partis de là-bas pour venir voir comment mettre en place cette collaboration pour justement, au plan du matériel, des consommables médicaux, on pourrait travailler, mais il y avait une ouverture sur l'académie, parce que il y a des possibilités là-bas, maintenant, de former un peu plus nos jeunes médecins ou les jeunes d'autres domaines. Oui. Donc, c'est ces opportunités-là que nous devions saisir très rapidement. Parce que, en fait, nous avons en face de nous des gens qui veulent faire des affaires. Bon, si vous vous comportez comme des victimes, vous n'allez jamais y arriver. Et une fois de plus, le problème n'est pas toujours seulement ceux qui sont au gouvernement en train de décider du haut. Mais vous avez la création, parce que c'est le problème qui se pose, les problèmes banaux. Création d'une entreprise. On vous raconte que il y a des guichets uniques de création d'entreprise en quelques heures, et vous avez des partenaires, des gens qui veulent et qui ont appris à cette célérité qui permet que les affaires aillent un peu plus vite, qui veulent travailler avec des Africains. Vous êtes là, vous vous retrouvez bloqués parce que nous ne suivons pas. Donc c'est là que nous devrions vraiment être très éveillés, saisir la balle et savoir que nous sommes des acteurs, mais des acteurs pleins. Ça veut dire que nous avons des jeunes qui vont y aller, apprendre et revenir. Donc, du coup, il y a d'autres problèmes. D'accord, merci. Alors, la Chine maintenant. Avant de sortir, on parle de la Chine parce que c'est l'autre concurrent de l'Inde en Afrique. Et puis, la Chine engage quand même des parts de marché considérables maintenant au Cameroun. Question, Guy Parfait-Songhai, après plusieurs années de coopération qui vont croissant avec ce pays, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est envahi un tout petit peu quand même par la Chine? Moi, je ne veux pas dire qu'on est envahi. Je vais dire, pour être gentil, qu'on se fait entuber. La question que nous sommes en train de poser aujourd'hui est une question qui est beaucoup plus complexe qu'on le croit parce que, et à chaque fois on fait ça, on veut analyser une situation, on gomme l'histoire, on gomme le contexte, et puis on le fait de façon intellectuelle, ça a l'air très sophistiqué comme ça, et c'est digeste. Non, il y a un problème très sérieux. D'abord, je vais rejoindre la démonstration de Kwebo tout à l'heure en disant tout simplement qui est de qui. Lorsque vous avez des ressources
extraordinaire, voire même unique à l'échelle planétaire, et que quelqu'un vous propose de venir exploiter vos ressources, parce que lui, il en a besoin pour sa population et pour son développement, il ne peut pas prétendre que c'est vous qui vous êtes, c'est lui qui vous êtes. D'abord, on a vu comment ça s'est passé dans la coopération franco-africaine, qui a eu un échec catastrophique. La coopération entre les institutions européennes et l'Afrique, qui a un échec catastrophique. On a vu comment les États-Unis sont en train de se positionner. Les États-Unis ont des bases militaires sur l'ensemble du continent africain. Les gens ne le savent pas. Eux, ils ont compris qu'il y a une compétition qui se prépare et ils ont leur approche. Les Chinois, vous savez comment ils nuancent? Ils ne s'ingèrent pas dans les questions politiques. Ils entrent dans un partenariat économique sourd, mais très efficace, avec des calculs extraordinaires. Ils ont des milliards, des milliers d'hectares, des centaines de milliers d'hectares sur le continent africain actuellement. Les gens ne voient pas cette évolution. Nous sommes les stratèges, les analystes, les chercheurs, on commence à voir leur stratégie globale. Le problème n'est toujours pas là. Ce n'est pas une question de victime. D'ailleurs même, je suis partisan des logiques de réveillez-vous, même si ça n'a rien à voir avec la religion, encore que on sait aujourd'hui que je suis partisan d'une approche, d'une relation à Dieu qui est anti-religieuse. Je suis carrément anti-religieux dans mon approche. Parce que de toute façon, jusque-y compris, la religion parmi ces choses a contribué fortement à imbéciliser les populations, à les envenimer et à les mettre en captivité même, de façon à ce que les gens n'aient aucune capacité de discernement et de détachement d'un point de vue de stratégie d'indépendance et d'épanouissement. Aujourd'hui, la Chine a compris, a lu d'abord, la Chine a pris tout le temps de lire les failles de la coopération entre l'Occident et l'Afrique. Elle a lu les failles, elle est passée sous l'angle non politique. Et ça a marché. Elle a obtenu des parts de marché que les autres ne voyaient pas. Maintenant, il y a la compétition que la Chine a lancée, sur laquelle les États-Unis sont en train d'essayer de se rattraper. Même compétition sur laquelle la Russie essaie de se rattraper. Même compétition dans laquelle l'Inde essaie de se rattraper. C'est pourquoi je reviens au propos liminaire quand on a ouvert cette partie. Quand est-ce que les Africains vont se rendre compte que s'ils sont autant convoités, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue ici. Mais je vais aller plus loin. Là, j'entre dans ce qu'on appelle la prédictibilité. Vous allez chuter par là, malheureusement. Oui, la prédictibilité. Que les Africains prennent conscience du fait que les autres savent qu'il y a une fin de cycle qui va se jouer. Oui. Et que cette fin de cycle va se jouer de façon à ce que ce soit le continent africain qui prenne le pouvoir. Eux, ils savent ça. Ils le savent de plein de façons, de la dimension immatérielle à la dimension matérielle, de la dimension ésotérique à la dimension scientifique. Ce n'est que les Africains qui ne le comprennent pas. J'ai publié ce matin sur mon mur Facebook une vidéo sur le déluge, parce que beaucoup de gens ne savent pas que le déluge de Noé est une réalité historique et scientifique. On a des vidéos là-dessus. Quand on dit aux gens qu'il y a une fin de cycle qui arrive et que c'est l'Afrique qui sera le lieu depuis lequel la planète va se gouverner, beaucoup ne réalisent pas jusqu'à quel point c'est vrai. Donc, pour ce qui est de la Chine, donc pour sortir par là, merci Dr. Kipafé-Songué, Sèche-Pout, quand on regarde quand même comment est-ce que les Chinois qu'on aime bien fonctionnent au Cameroun, déjà... Côté commercial, ils ont envahi tous les secteurs, hein, le textile, les chaussures, l'audiovisuel, les objets de décoration, même la nourriture maintenant. Et puis, on se rend quand même compte que prioritairement, ils recrutent les leurs. Et puis qu'en plus, leur argent, et ça ce sont des études qui l'ont montré, leur argent passe rarement plus de 24 heures dans les banques camerounaises. Alors qu'on sait ce que peut apporter un poids pareil dans une banque en matière d'économie. On va pas se répéter, comme il a dit tout à l'heure, c'est pas une véritable aide ou une coopération qui se fait de bonne foi. C'est le business, ils viennent le faire, c'est la machine chinoise. Sauf que elle a gardé sa muraille. La Chine, j'y ai été en 2012 et j'ai constaté qu'elle fait des yeux doux au monde, mais qu'elle est bien fermée sur elle-même. Et il y a une muraille mentale. C'est peut-être alors le partenaire le plus vicieux du moment. Hein. Non, la Chine est ce qu'elle est. Subtil, mais vicieux. La Chine est ce qu'elle est. Elle est chinoise, c'est le mandarin. Elle fait tout pour elle, pour sa croissance. Il a indiqué tout à l'heure qu'elle a mis de l'eau dans son vin en ce qui concerne la politique nataliste. Hein, la politique à deux. En fait, la Chine a un problème interne. Il faut pouvoir nourrir 1,4 milliard de Chinois. Si on ne résout pas le problème de la base matérielle, il peut y avoir des mouvements en Chine. Alors on va chercher à l'extérieur. Donc il ne vient pas pour vous, il vient pour elle. C'est ça. Et comme il le dit, nous devons nous réveiller et construire. Il y a un vocable, on parle tout le temps de renaissance africaine. Et le problème, c'est que nous ne sommes pas souvent... on n'a pas forcément les bons chevaux ou les bonnes personnes
pour construire ou coudre cette unité africaine clamée et proclamée depuis fort longtemps. Mais ceux qui viennent se servir, je l'ai indiqué tout à l'heure, comme ils venaient chercher les esclaves noirs, ils viennent chercher les matières premières. Ce n'est pas une affaire d'humanisme. Alors d'accord, là, et puis, Delip Kebo, est-ce qu'on peut donc dire, en se projetant dans l'avenir, que le fiasco, la coopération avec la Chine, sur le long terme, pourrait s'avérer être un fiasco pour le développement du Cameroun? Si c'est un fiasco, c'est à l'image des autres fiascos. Alors, moi aussi, je vais toujours revenir à la case de départ. La Chine est le meilleur exemple pour l'Afrique. Je ne vais pas dire le meilleur partenaire, le meilleur exemple. Si vous regardez le modèle économique chinois, la Chine pratique l'économie socialiste du marché. C'est-à-dire que quoi? C'est ça que les autres essaient d'expliquer tout à l'heure. La Chine a 1,4 milliard de bouches à nourrir. La Chine fait le commerce. Il utilise le produit du commerce pour aller nourrir sa population. C'est naturel, c'est tout à fait louable. C'est tout à fait louable. Que doit faire l'Afrique? Le professeur parlait de la formation. Mais si on a formé en Europe? Si on n'avait pas formé des Africains en Europe, le continent serait 1000 fois plus développé aujourd'hui. Bien sûr. Quand vous formez un médecin en Europe, c'est pour venir combattre l'Afrique. Quand vous allez chez les médecins, quand vous allez chez les médecins qui sont formés en Europe, moi je ne suis pas malade. Je vais toujours chez les médecins parce qu'ils accompagnent une personne. Ceux qui entrent chez eux le plus, c'est les délégués médicaux et non les malades. Ceux qui discutent de façon très conviviale avec le médecin, avec certains médecins au Cameroun, pour ne pas être péremptoire, ce sont les délégués médicaux. Parce qu'ils participent au commerce. Chez nous, au village, on allait chez le guérisseur. Pourquoi? Parce que c'est la seule personne qui vous console, qui discute avec vous, qui peut parler de votre maladie pendant longtemps et puis ça vous soulage. Aujourd'hui, il est impossible d'établir un dialogue entre les formés en Occident et les malades en Afrique. C'est pour ça que les gens se retrouvent au gazon, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse les orienter selon les coutumes du il y a une absence de légitimité de l'institutionnel. Bien sûr. Donc, quand vous allez voir l'ordre des médecins est à l'exclusion de tout ce qui est comme médecine en Afrique, alors que la recherche devait être là pour autonomiser le continent sur le plan du savoir, de la science. C'est ce qui n'est pas fait. Donc, il faut faire attention à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je disais que dans ce grand marché d'échange, vous savez, pour grimper au palmier, c'est très facile, mais descendre est plus difficile. On a beaucoup d'Africains qui ont pour seule connaissance ce qu'ils ont vu sur Internet. 99% de ce qui est sur Internet, c'est écrit de l'autre côté. La connaissance qui émane de l'Afrique est rare parce que nous avons des personnes arrogantes, formées et moulées par les Occidentaux. Le premier combat que je peux mener aujourd'hui, c'est combattre tous ceux qui ont été au contact de l'Occident de la façon la plus négative. D'accord. Bien sûr, parce qu'ils sont les ennemis de l'Afrique. Alors, professeur Lehmann, à une certaine époque, et ça, c'est récemment, quand on s'est assis pour faire le diagnostic, qu'on s'est rendu compte qu'on avait mal négocié beaucoup de nos accords. On avait carrément été entubés à l'époque, on a dit que c'est parce qu'on n'allait pas à l'école. Est-ce que les accords d'aujourd'hui, à la longue, pas seulement avec la Chine, mais non, on sort pas là. Est-ce qu'on n'est pas en train de rater le coach une fois de plus dans ce tournant de l'histoire? C'est très pertinent votre question. On ne devrait justement pas rater le coach. Deux journalistes autrichiens m'ont interviewé il y a quelques mois et ils m'ont posé la question de savoir, bon, qu'est-ce que vous pensez de la Chine qui vous envahit? Je leur ai répondu que la Chine n'envahit pas que le Cameroun, la Chine envahit aussi la France et l'Allemagne et partout. En fait, c'est un combat où tout le monde doit essayer de gagner. Donc, c'est comme ça que nous devons nous positionner. En fait, on doit être tout simplement très éveillé. Et je dirais pour... une phrase, on me fait signe à la régie. Bon, que tout ce qui est Occident n'est pas mauvais, surtout que notre mode de vie a évolué, vous voyez. Donc, il s'agit de faire la synthèse entre ce que nous avons Merci déjà à tous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très bientôt sur les antennes de STV. On fait une émission sur la médecine.